tous, avant de commencer ce podcast, je vous rappelle que si vous voulez sortir de la stagnation, vous pouvez tout de suite télécharger notre programme d'entraînement complètement gratuit, disponible sur notre site internet. Et si vous êtes un coach ou un athlète dans les sports de force, vous pouvez profiter également des formations disponibles directement sur notre site également. Vous pouvez également échanger avec nous sur notre compte Instagram à Strength Strategy et on aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et on va commencer tout de suite le podcast. En fait, le sujet, on l'a défini ensemble parce qu'on est, en fait, on a bien rigolé. C'est-à-dire, le point de départ, c'est que je pense que j'avais passé une mauvaise journée, j'ai fait un petit post, enfin une story pour être exact, sur la question. Tu as C'est pas que tu as passé une mauvaise journée, c'est que tu as explosé, tu vois? D'un coup, il a lâché une bombe, la description la plus précise du monde. En plus, ça c'est sorti de nulle part, c'est l'enfant calme du tu sais, du fond de la classe qui d'un coup, il se lève et il crie, tu vois? C'était exactement ça. Ah bah, en fait, ce qui s'est passé, pour redonner un peu de contexte, en fait, en story, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo d'un athlète qui fait n'importe quoi au soulevé de terre, et en fait, ça m'a donné envie de faire un réel, une story, et en fait là j'ai lâché 10 missiles quoi. C'est-à-dire que j'ai repris mot pour mot ce que j'entends dans des basic fit sur des athlètes qui ont une technique, c'est même pas une mauvaise technique en fait, c'est une technique claquée au sol, mais qui vont justifier en fait. Alors, en fait, le standard technique, vu que c'est un sport qui est assez jeune, qui est surtout autodidacte, c'est un sport où en fait beaucoup d'optimisation technique sont assez proches de potentiellement faire un peu n'importe quoi d'un œil extérieur. Et j'ai été surpris à quel point à chaque fois quand je suis dans une salle commerciale, quand j'échange avec des athlètes, je leur explique un truc, ils me demandent un conseil en général, et ils m'expliquent chaque fois en fait que non, j'ai pas tout à fait raison, parce qu'en fait, quand ils font n'importe quoi, mais ils savent pourquoi ils font n'importe quoi, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc au final, il y a des soulevés de terre d'Oron canne à pêche à 120 kilos avec des sangles, la petite ceinture d'Omios et des genouillères. Et Ou en la fait, ceinture SBD d'ailleurs, ou la hein. ceinture SBD, le full stuff SBD n'est pas un gage de qualité non plus. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que ça vient pas fondamentalement aussi de certains athlètes, et c'est pour ça qu'on vous fait ce podcast aujourd'hui, est-ce que ça vient pas aussi tout simplement d'un point de départ qui est pas bon sur le fait de comment on fait pour changer sa technique et comment on fait pour améliorer sa technique. Et là-dessus, je te donne la parole, Romain. À ton avis, par quoi on doit commencer quand on veut changer sa technique? Je pense qu'il faut se demander déjà si la technique est stable ou quoi. Déjà, est-ce qu'elle a besoin d'être changée? Le problème aussi quand on voit, pour l'exemple des athlètes que tu donnes, moi j'en ai eu des tas aussi. Où en fait, tu leur expliques comment potentiellement ils pourraient être un petit peu mieux et ils vont te dire qu'en fait, en essayant comme ça du premier coup, ils sont pas à l'aise et que s'ils sont pas plus forts comme ça, ils ont pas envie de changer parce qu'ils ont l'impression que le travail technique, en fait, va leur faire perdre des kilos sur la barre et je pense que ça, tout le monde comprend un peu de quoi on parle. Ils ont peut-être parfois un peu du mal à cerner la nuance entre, par exemple, faire un faire un Jefferson curl et faire un deadlift dos droit complètement en extension comme pourrait le faire un haltérophile. Pour eux, il y a vraiment pas de juste milieu entre les deux. Et du coup, ils se mettent à en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Donc ils vont te dire que forcément, ils sont meilleurs avec le dos un petit peu en flexion comme la majorité des athlètes, surtout en tradi. Et en fait, ils vont se dire, «Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça et puis en plus, le dos rond, c'est pas grave, let's go», tu vois? Alors qu'en fait, bon, peut-être que le dos rond, c'est pas grave, encore que ça dépend des cas, faut faire ça enfin, faut maîtriser sa technique et savoir faire un deadlift dos rond, ça implique aussi de savoir faire un deadlift dos droit. C'est-à-dire qu'avant d'optimiser le mouvement, il faut d'abord savoir le réaliser et hem et aussi un autre aspect, c'est qu'il y a ouais, il y a une manière de le faire, en fait. Il y a une manière de le faire et tu fais pas, par exemple, un deadlift de rond avec, les lombaires hyper ronds et cetera. Faut se demander déjà si déjà, est-ce que potentiellement c'est un mouvement qui peut te mettre en sécurité? Et surtout, c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. C'est-à-dire qu'un deadlift avec le bas du dos rond, c'est pas forcément toujours dangereux. Ça dépend de comment tu le fais, ça dépend d'à quoi ton corps est habitué. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus optimal pour faire de la perf? C'est ça aussi qu'il faut se demander, parce que c'est pas simplement parce que tu as pas mal qu'il faut le faire, en fait. Je suis d'accord. Et puis moi, surtout, moi, c'est surtout souvent quelque chose que je dis de base à beaucoup d'athlètes, c'est est-ce que la position dans laquelle tu es, est-ce que c'est une position que tu as décidée ou est-ce que c'est une position que tu subis? C'est-à-dire, est-ce que c'est une position dans laquelle tu te retrouves un peu quand tu te mets à forcer et puis bah YOLO, on va voir ce que ça donne, ou bien est-ce que c'est une position que tu veux volontairement? L'exemple que je donne souvent, c'est au soulevé de terre.
Est-ce que le placement, la hauteur de tes hanches, ou bien est-ce que le degré de flexion que tu as, est-ce Ouais. que c'est quelque chose que tu contrôles? Est-ce que c'est quelque chose que tu accentues ou enlèves volontairement? Ou Ou est-ce est-ce que que tu te c'est fais bolos? voilà, est-ce que est-ce que tu te fais bolos par la barre? Est-ce que la barre tire le slack de ta colonne? Si C'est la ça. barre tire le slack de ta colonne, c'est pas bon en fait. C'est au-delà en fait des aspects santé et compagnie sur lesquels voilà, encore une fois, je vous renvoie là-dessus plutôt aux vidéos de chronique de la douleur, je vous renvoie à des vidéos des spécialistes de la santé, mais je Mmh. parle fondamentalement d'un point de vue technique. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez? Parce que si c'est quelque chose qui se passe malgré vous, c'est une erreur technique, c'est pas une optimisation technique. C'est ça. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'il y a beaucoup de là-dessus, il y a beaucoup d'incompréhension. Ouais, 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 bah, je te rejoins complètement. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pensent qu'encore une fois, ils sont meilleurs dans cette position-là et en fait, tu tires et c'est le classique, tu vois? Tu as les épaules qui partent vers l'avant, tu as les hanches qui montent, tu as les genoux qui rentrent et cetera et bon, pareil, si tu as les genoux qui rentrent sur un tradi, en général, c'est pas forcément bon signe, tu vois? En fonction du enfin, tu pas censé utiliser excessivement tes adducteurs, en tout cas sur une adduction. Tu pas censé faire une adduction excessive sur un soulevé de terre en tradi, donc déjà, si tu commences à avoir les genoux, qui se font des câlins, c'est pas forcément normal, tu vois? Et donc ouais, il y a un tas de trucs à voir de ce côté-là et je pense qu'il faut aussi se demander, est-ce que déjà, enfin déjà il y a la position, savoir si elle est subie ou pas, mais aussi voir est-ce que la technique d'exécution varie en fonction de la charge? Parce que souvent les athlètes qui sont comme ça, ils vont tirer, ça crame la rétine en fait, ça crame la rétine quand ils sont sur des charges, proches de leur max et sur leur première barre d'échauffement, et sans parler d'une barre à vide ou quoi, parce qu'évidemment, c'est pas significatif. Mais si on est sur déjà, je dirais, la deuxième, troisième barre d'échauffement, bon, a priori, on devrait déjà avoir quelque chose qui ressemble au complift. Et si le mouvement entre la troisième barre et la dernière barre, vraiment, c'est le jour et la nuit, ça ne se ressemble pas du tout, bah, ça va pas, en fait. Ouais, je suis d'accord et puis encore une fois, d'où l'intérêt de se filmer et on parlera un peu de comment corriger sa technique, c'est tout un aspect qu'on abordera parce qu'évidemment si on critique ça, c'est aussi parce que, bah, on pense que c'est améliorable, sinon on le dirait pas en fait. Sinon on ferait semblant de pas le voir et puis, on dirait rien du tout là-dessus. Mais je pense que vraiment cette idée de est-ce que vous arrivez à maîtriser votre technique? Est-ce qu'elle est reproductible? Est-ce qu'elle est stable? C'est l'argument, enfin c'est l'élément un que vous devez chercher en fait si vous voulez même performer. Là, je parle pas de l'aspect santé. L'aspect santé, je l'enlève parce que je suis pas médecin et je ne suis pas kiné et je suis pas spécialiste de la santé. Simplement l'aspect performance. Et là-dessus, j'aborde aussi un autre aspect qui va faire la jonction avec la suite. C'est le fait que c'est pas parce que, il y a beaucoup d'athlètes qui, quand ils décrivent leur technique, c'est quelque chose que je demande souvent à des athlètes, c'est qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu es en train d'essayer de faire? C'est-à-dire quand tu es en train de le faire, à quoi tu penses, à quoi tu qu'est-ce que tu essayes de mettre en place? Et il y a plein d'athlètes, leur réponse, et là-dessus je suis toujours hyper surpris, c'est bah je me sens bien comme ça. Et Ouais. en fait, je pense que c'est un truc, je pense qu'il faut décorréler. En fait, le je me sens bien comme ça, je vais vous donner un exemple très concret, hein. Je me sens très bien au squat quand je brace pas et complètement en extension. Alors là, je me sens super bien, vraiment nickel quoi. Je peux rester comme ça 1 heure, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas performant comme ça en fait. Et la position où tu braces, tu te contractes de la tête aux pieds, tu essayes de créer de la tension, de la rigidité, c'est pas une position qui est agréable, c'est une position qui est efficiente. Et je Oui, pense c'est que ça, sûr. c'est la première chose qui est peut-être à expliciter en fait. Je sais pas ce que Et tu en je penses, pense que Romain. j'allais dire, je vais nuancer un petit peu par rapport à ce que tu dis, puisque je me dis, ceux qui prennent tout au pied de la lettre, ils vont se dire, «Ah, je suis dans une position où je suis pas du tout confortable, c'est que je suis efficace». Non, il faut quand même se dire que, le mouvement en fait, quand tu fais le mouvement correctement ou à minima que tu es, un petit peu efficient, tu dois sentir que ça glisse bien, tu vois? Comme quand tu es sur une poulie avec des bons roulements ou des trucs comme ça, tu dois sentir que ça marche. Donc, je dis pas encore une fois que, ça va être, le Club Med et que comme disait Roman, ça va être super confortable, mais tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et tu dois te sentir à minima bien sur le mouvement. Donc évidemment bien, c'est un grand mot parce que, on n'est pas au Club Med, mais en tout cas, tu dois sentir que, bah, tes muscles, ils se mettent en synergie, que tu arrives à trouver une trajectoire correcte et cetera. Après, je pense aussi qu'il y a un truc sur lequel que tu as un petit peu abordé tout à l'heure, sur le fait que c'est un sport qui était très autodidacte. Il y a énormément d'athlètes qui s'y mettent tout seuls parce qu'ils ont vu, leur athlète préféré sur Instagram et cetera, ou sur TikTok, peu importe. Et ça a du bien, ça a du bon comme ça a du négatif. Et je vais prendre un autre exemple, ben, je crois que je l'ai déjà cité en plus dans un podcast, mais c'est sur des sports, type le basketball.
il y avait en fait, les athlètes qui étaient les meilleurs, dans beaucoup de sports d'ailleurs, hein, c'est ceux qui, on le remarqué, avaient une technique un petit peu atypique. Je suis pas spécialiste du sprint, mais il me semble aussi que Usain Bolt, il avait une technique de sprint qui était un petit peu atypique. Et en fait, le fait de brider énormément la technique, parfois, ça empêche un peu à certains individus qui sont un petit peu hors normes d'exprimer leur plein potentiel. À l'inverse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique, qu'il n'y a rien d'universel et que tu peux te placer n'importe comment. J'avais vu une vidéo il y a un moment, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait encore des vidéos, mais tu sais, le youtubeur Alan Stroll, là, qui avait Untamed Strength, qui avait un look de viking métalleux, là. Ces vidéos, elles étaient super et il avait fait des vidéos type 5 étapes pour se placer au deadlift. Et donc, c'était des trucs tout bêtes. C'était ok, tu bouges pas la barre, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas la barre. Tu te places à 2 centimètres de la barre, enfin le tibia à 2 centimètres de la barre. Tu mets tes hanches en arrière, tu mets tes épaules au-dessus de la barre, tu envoies tes hanches dans la barre, tu hinges. Et tu fixes ton. Et je pense que déjà, à partir du moment où effectivement tu respectes ces étapes-là, déjà tu vas avoir un deadlift qui sera correct. Et ensuite, en fonction de ça, avec le temps, avec le cueing, tu peux essayer des positions qui vont diverger légèrement, mais avant de faire un deadlift dos rond, il faut savoir faire un deadlift dos droit parce qu'en fait, enfin, je pense que quelqu'un qui fait un deadlift dos rond et qui ne sait pas faire un deadlift dos droit, clairement, c'est quelqu'un qui ne sait pas hinge en fait. C'est-à-dire que le gars, si tu le mets sur un SLDL, etc., il va pleurer, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Le fait d'avoir une bonne technique, ça doit quand même pouvoir te permettre de changer un peu de pattern. Et tu vois, c'est comme un exemple tout autre, mais Yuri Belkin, il a un sumo qui est super droit, super vertical, etc. Il sait tirer en tradi, en fait. Il maîtrise les bases. Et ça, je pense que c'est un truc que tous les athlètes devraient avoir en tête, c'est qu'avant de chercher à optimiser, d'abord, il faut savoir faire les bases. Ouais, je suis d'accord. Et puis les bases, en fait, c'est juste le mouvement standard. C'est-à-dire, comme tu disais, Alan Troll qui avait sorti justement ces checklists. En fait, quasiment tous les gros youtubeurs power, en fait, l'ont fait. Moi, j'ai appris beaucoup mes premiers mouvements avec, je me souviens, du Candito, du Jeff Nippard, enfin tous les Ouais, bien sûr, OG. bien sûr. Et en fait, je pense aussi, après on abordera ça aussi, mais je pense qu'il y a des athlètes qui parfois, tu parles de techniques atypiques, je pense qu'il y a aussi un autre cas extrême qui sont les athlètes qui n'osent pas optimiser. Ça, on en parlera un peu après. Je pense que ça fait partie aussi de l'aspect technique, mais déjà, les fondamentaux en fait, c'est est-ce que vous savez où vous mettez vos pieds? Est-ce que vous savez à quelle distance vous mettez de la barre? Je prends l'exemple du soulevé de terre, hein. Est-ce que vous savez ce que vous faites avec vos épaules? Est-ce que vous savez ce que vous faites avec votre dos? Comment vous attrapez la barre? Ok. Et ça, il y a beaucoup d'athlètes, quand tu leur demandes, ils savent pas. C'est-à-dire, tu te mets comment? Oh bah comme ça. Bah non, en fait, on est sur un mouvement où en fait il y a peu de variabilité, c'est-à-dire qu'une barre ça reste une barre, un plateau ça reste un plateau. C'est toi qui vas pouvoir choisir comment tu te mets. Et ça c'est super. Le seul exemple peut-être ce serait un bench, parce que sur un bench en fonction du banc ou des Hmm. choses comme ça je peux comprendre. Mais j'enlève l'aspect calibré ou pas calibré si on s'entraîne dans une salle commerciale, mais de manière générale, ce que je disais c'est qu'au soulevé de terre, tu te mets à la distance que tu veux de la barre. Tu mets tes genoux comme tu veux. Il y a plein de choses que tu fais un peu comme tu veux. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir ce que tu veux et ce que tu veux faire. Et là-dessus, je pense que voilà, si vous retrouvez un petit peu dans ces cas-là et que vous avez l'impression d'être passé un peu vite sur l'optimisation, bah acceptez peut-être de revoir. Vous avez aussi, je vous conseille, et je les utilise souvent avec des athlètes avec lesquels je travaille, c'est Juggernaut Training System qui avait aussi sorti les Pillars of Technique. Et dessus, il y a comment brace, comment hinge, comment squatter, comment placer ses épaules, des choses un peu toutes simples, mais ne sautez pas les étapes parce qu'en fait, vous allez le payer au bout d'un moment. En fait, c'est que si tu ne sais pas faire le mouvement de base, tu vas pouvoir optimiser autant que tu veux. Au bout d'un moment, l'optimisation qui te manquera, c'est le pattern de base en fait. Et ça, c'est un truc, c'est voilà, tu sais pas je mets fort des lombaires, bah c'est super, tu vas monter jusqu'à 200 au terre. Et puis au bout d'un moment, bah tu vas te rendre compte qu'en fait, ça coince toujours de la même manière. Et C'est en ça. fait, ce qui manque, c'est ton pattern de base en fait. Et ça, je pense que c'est un peu mal compris par des jeunes athlètes en général. En fait, c'est exactement comme si tu essayais d'écrire un livre et que tu n'étais pas capable de faire une dictée, en fait. C'est à peu près la même chose. Donc, effectivement, toutes ces erreurs se payent tôt ou tard, hein. Faut réussir à faire le mouvement de base. Et une fois que. Et je pense aussi que, bon, il y a effectivement ce pattern de base qui est important de maîtriser. Et ensuite, l'idée aussi, dans l'idéal, c'est de pouvoir avoir un coach qui va t'aiguiller, qui va te permettre de tenter des trucs. Mais pour tenter des trucs, il faut déjà avoir ritualisé un minimum sa technique. Roman avait raison, se placer à une certaine distance de la barre, etc.
Et avec le temps, on va peut-être, je sais pas, un jour, on va se dire: «Ah bah tiens, et si j'essayais de me placer un tout petit peu plus loin ou un tout petit peu plus, proche que d'habitude? Si j'essayais de mettre mes épaules un petit peu plus comme ça, mes bras un petit peu différemment?» et cetera. C'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place à partir du moment où on a déjà pris certaines habitudes. S'il y a pas d'habitude, le changement, il passera inaperçu, ou alors on se dira: «Ah bah je me suis bien senti aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi». Et en fait, même si c'est un sport dans lequel on est assez encadré, on a un univers qui est quand même relativement, sécurisant. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y a une barre, des poids, et cetera. Et puis quand on met 240 kilos sur une barre de soulevé de terre, on sait à peu près à quoi s'attendre. Heu, bah, il ne tient qu'à nous, en fait, de ritualiser suffisamment le mouvement. Et c'est aussi pour ça que je pense le rôle d'un coach, d'un entraîneur est vachement, est vachement important. Alors je dis pas non plus que la technique de l'athlète, elle doit être déterminée uniquement par le coach. À mon sens, cet apprentissage technique, il doit se faire en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, le coach, il doit être là pour amener, les patterns de base, donc savoir hinge, savoir faire un soulevé de terre dos droit, par exemple. Ensuite, pourquoi pas proposer des pistes d'amélioration, proposer des pistes d'optimisation. Mais ensuite, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, qui ne se verra pas forcément à l'œil nu. Quel que soit l'angle, que le coach il soit avec toi ou pas, il y a des trucs qu'il ne pourra pas ressentir, et c'est normal, vous partagez pas le même système nerveux, en fait. Et donc il suffira de dire: «Bon, bah, voilà, là, j'ai essayé de faire un petit peu ça, je me suis senti comme ça». Heu, de noter et de voir si, dans le temps, c'est durable. Parce que c'est pareil, souvent quand on change de technique, on n'est pas à l'aise tout de suite. On va pas se sentir à l'aise sur une technique qu'on «découvre» entre guillemets, alors qu'on a accumulé du volume, des répétitions dans une technique. On l'a poncé, 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 et même si la technique elle est pas optimale, le corps il y est tellement adapté, il est tellement habitué que forcément tu commences à te sentir bien. Donc voilà, avant de changer un peu de tout ce que tu fais, peut-être, essayer de poser des repères et d'essayer quelque chose suffisamment longtemps pour voir si ça peut fonctionner, quoi. Et si tu veux optimiser, je complète juste ça, puis on pourra passer à un autre aspect, mais en fait, si tu veux optimiser, il faut que tu aies quelque chose à changer et donc il faut que tu aies déjà quelque chose de stable et j'aime bien cette idée d'avoir des repères et c'est souvent un truc qu'on va donner, c'est des checklists, en fait, un peu des choses à faire. Ouais, parce que C'est c'est ça. simple, ça c'est vraiment simple et en fait, c'est ce que je dis souvent un peu en rigolant, mais le power, c'est un sport simple, en fait. Enfin, c'est un sport simple. Encore une fois, si on veut pousser l'optimisation loin, c'est un sport qui est très complexe. On est bien d'accord, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'événement exogène qui apparaît. C'est-à-dire, tu es en train de squatter, il n'y a pas quelqu'un qui vient dribbler avec un Il y a pas ballon. une clé de bras, ouais. Non, en fait, tu vas être sur un mouvement où en fait, c'est toi qui es aux commandes, en fait. Donc, c'est à toi de bien faire. Mais je voulais aborder une deuxième partie de cet échange avec toi, Romain. Comment on fait quand on s'est habitué, qu'on a eu entre guillemets des mauvaises bases, qu'est-ce que tu conseilles pour réapprendre le mouvement ou pour entre guillemets, je vais dire défaire sa technique pour aller vers une meilleure technique? Je pense que souvent déjà, voilà, en fait, j'ai l'impression que tu me parles de quelqu'un qui, du coup, n'aurait pas les bases et souhaiterait revenir sur le droit chemin, c'est un peu ça? OK. Du coup, je pense que dans ce genre de pattern-là, moi, pour quelqu'un qui, du coup, là, je vais parler d'un non sportif parce que, bah, généralement, si quelqu'un, on le met au squat ou quoi, c'est bien de maîtriser les bases. Et donc moi, ça m'est pas tellement arrivé d'avoir quelqu'un qui faisait vraiment n'importe quoi et de devoir le ramener sur quelque chose d'un peu plus droit. Mais, je sais que, par exemple, avant de chercher à mettre une barre sur le dos, sur un squat, j'aime bien permettre à la personne de savoir faire un gobelet squat déjà. Tu vois? Qu'elle comprenne qu'il y a une position du dos, qu'il faut envoyer les genoux, potentiellement vers l'avant, et cetera. Ensuite, une fois que tu maîtrises ça, tu peux peut-être chercher à avoir un peu plus de hanches, mais avoir un peu plus, ouais, de flexion de hanche, le buste qui se penche un petit peu plus. Mais la base d'un squat, c'est quand même une flexion de genou. Ça, pour moi, c'est l'étape 1. Après, pour le soulevé de terre, c'est pareil. Avant de chercher à, arrondir le dos, et cetera, avoir telle ouverture de hanche. Déjà, savoir faire un hinge, savoir faire un Romanian deadlift, c'est la base. Avant de commencer par un Romanian deadlift, si c'est pas possible, pourquoi pas, je sais pas, faire un kettlebell swing, juste en fait maîtriser le mouvement de bassin. Et déjà, à partir du moment où on maîtrise le pattern, là, il y a quelque chose qu'on peut aller chercher. Mais sans ça, pour moi, c'est vraiment difficile de construire une base, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a à la fois tous les aspects de base. En fait, c'est pas parce que, en fait, souvent les athlètes ont l'impression que si on leur dit qu'il y a du travail technique, et ça, je vais aborder aussi un truc que je vois souvent. Et bref, j'ai pas mal d'idées là-dessus, mais le fait que si tu as un travail technique, ça enlève ton exercice de compétition. C'est-à-dire, je vois beaucoup d'athlètes qui me disent, OK, bah, si je dois réapprendre à faire du soulevé de terre, OK, je redescends à 60 kilos et je vais bien réapprendre. Bah, en fait, Mmh. non, parce que si à 60 kilos, tout le monde, enfin, tout le monde, et encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas se dire, OK, vu que je dois réapprendre, je dois redescendre drastiquement en termes de charge, je dois enlever Mmh. 80%. C'est pas du tout ce qu'on dit. Je pense qu'on peut continuer à faire son mouvement, mais par contre, au fur et à mesure des semaines,
améliorer des choses pour que le mouvement devienne plus optimal en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qui est... Encore une fois, vous pouvez tout à fait apprendre à mieux faire une extension de hanche. Et ça, je vous renvoie directement à un autre podcast où on discute des exercices accessoires. Vous pouvez directement à la fois réapprendre à faire une extension de hanche avec un RDL pas très lourd par rapport à votre compte deadlift, un SLDL, une extension de hanche, peu importe, n'importe quel exercice, et en même temps continuer votre mouvement de base en faisant attention à appliquer ce que vous êtes en train d'apprendre. Et ça, je pense qu'il y a ce truc aussi un peu où les athlètes ont l'impression que quand on leur dit que techniquement c'est pas bon, ça veut dire hop hop hop, on diminue les charges, et puis on redescend barre à vide, quoi. Et pas du tout. Je pense que ça, c'est une énorme perte de temps. Mais ça, je pense qu'en fait, c'est, tu sais, c'est toute la mouvance Squat University, en fait. Le gars, il a commencé à te dire que si t'étais pas capable de faire un squat à 100 kilos parfaitement, etc., c'est que tu pouvais pas passer à 120 kilos. Et j'avais vu un témoignage d'un gars, je crois, sur Insta d'ailleurs, qui disait que il était passé d'un squat à alors 220 kilos, 240 kilos, à un squat à 100 kilos parce qu'il était matrixé par son routing, sa rotation externe, etc. Et moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là, donc je vais pas citer le nom, mais s'il entend le podcast, il se reconnaîtra. C'est un athlète avec qui je travaille qui aimait beaucoup Squat University en fait. Et donc il me disait ouais, je cherche pour améliorer mon squat à vraiment ancrer mes pieds dans le sol, à faire ma rotation externe, tu vois, à avoir mon torque, tu vois, pour faire un bon squat. Et en fait, le premier truc que je lui ai dit quand on a commencé à squatter, je lui ai dit arrête de faire ça en fait. Arrête de te dire qu'il faut absolument le truc absolument parfait, etc. Évidemment, ça, c'est, je dirais, c'est un idéal vers lequel tu peux chercher à tendre. Mais si tu penses tout le temps à 150 000 trucs pendant que tu fais ton squat, que tu veux pas avoir, je sais pas, qu'il te faut absolument 33%, 33%, 33% de répartition de ton poids, ta rotation externe sur ton squat, etc., qu'il faut pas que tes genoux ils rentrent vers l'intérieur parce que c'est mauvais, bah, en fait, tu vas jamais rien faire. Et il s'est juste, en fait, il a vraiment simplifié son mouvement. Plutôt que de se dire, OK, il faut que je mette absolument en rotation externe des genoux, machin. On est parti sur un squat beaucoup plus simple. Donc maintenant, c'est simplement tu braces, tu descends et tu défixes pas. Et en fait, son squat a skyrocket, tu vois. Vraiment, ça a pété le plafond. Et en fait, il faut juste penser moins. Donc, pensez moins, là, c'est quelque chose qui a marché avec lui. Si déjà tu tires n'importe comment, peut-être qu'il faudrait que tu penses un peu plus. Mais ouais, je pense que dans certains cas, se dire que la technique, c'est pas forcément quelque chose de très complexe. Il y a quelques bases simples à avoir. Ensuite, si jamais tu as envie d'individualiser et que tu respectes encore ces bases du style, bah déjà ne pas défixer, enfin avoir un mouvement qui est stable et être au standard de compétition, qui te fait pas mal, bah, a priori on est bon quoi. Et puis après, c'est à toi aussi comment dire, d'aborder. Moi, c'est ce qu'on fait aussi. Nous, par exemple, dans le training log, je sais que quelque chose qu'on a et qui marche bien, c'est l'onglet notes. Et moi, je dis souvent aux athlètes, note-toi ce que tu dois faire pour la prochaine fois. Mmh. Et je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes, quand ils abordent une série, d'où la question aussi de la hype, hein, mais en fait, ils savent pas à quoi penser. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup aussi en prépa mentale, sur le fait de dire, OK, tu dois penser à une chose, comment tu dois visualiser ça, comment tu dois mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'atteindre ce truc-là. Et je trouve, il y a des athlètes justement qui vont pas penser du tout à la même chose. Il y a des athlètes quand ils vont faire un squat, par exemple, effectivement, il y en a qui vont penser beaucoup à leurs pieds. Et c'est assez rigolo, je pense à Léa, qui elle doit penser à ses orteils, le fait de vraiment Ouais. aller grandir ses pieds. Ça, je pense que c'est un truc, ouais, c'est un truc, ça a l'air un peu con, mais ça marche bien parce que c'est le truc qui, elle doit faire gaffe à ça. Et il y a plein d'athlètes, en fait, quand tu leur demandes, t'essayes de faire quoi sur ta technique, eh ben, il te dit, bah, je sais pas trop. Tu fais attention à quoi? Bah, je sais pas, je pousse. Oui, on est d'accord, ça, on est bien d'accord, on va pousser. Oui, c'est un sport de force, on va pas être en train de, on va pas pousser à moitié, ça c'est sûr. Mais par contre, tu peux penser, on continue sur l'exemple du soulevé de terre, mais tu peux penser soit à ta dorsiflexion, sur le fait de pousser plus ou moins tes genoux en avant. Tu peux choisir aussi de réfléchir à où tu mets ton poids du corps, ou est-ce que tu mets ton poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Tu peux penser à la position de tes épaules. Tu peux penser à, par exemple, garder tes bras tendus, tes bras longs. Enfin, ça, c'est des grands classiques, mais notez-le et centrez-vous sur ce qui vous pose problème. Et vous allez gagner mais un temps mais de malade. Parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait une énorme différence entre un athlète qui progresse bien et un athlète qui progresse super bien. Parce que l'athlète qui progresse super bien, tu lui dis un truc, la semaine d'après, il l'a fait et hop, on avance. On passe à quelque chose à autre chose. Tu as des athlètes, pendant 5 semaines, tu vas leur dire la même chose. Tu vas répéter fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Et tu lui dis, est-ce que tu as pensé à noter ça pour que la prochaine fois, tu essayes de le mettre en place? Ah ben non, parce que je suis en train de penser à autre chose. Alors qu'en fait, il faut resimplifier. Faites-vous une checklist
Et je pense que ça pourra beaucoup en aider qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Je pense que pour ceux qui, du coup, ne pensent à rien, c'est bien d'avoir, quelques éléments auxquels on pense et d'un autre côté, il faut pas non plus surcomplexifier la chose, rester, sur, 1 ou 2 trucs à penser. Parce que si déjà tu dois te concentrer sur, pousser le plus possible et que tu penses, à l'alignement de tes pieds, du soleil et cetera, ça va vite devenir compliqué donc non, faire les choses simples, penser à 1 ou 2 trucs au maximum et voilà et je pense aussi qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'athlètes sur lesquels, ils se disent: «Ah mais là c'est pas possible parce que, c'est compliqué» et cetera. Moi je sais que j'ai un truc où c'est par exemple quand je fais, je pars du principe que vu qu'on est sur des mouvements, tu sais, des core lifts, donc ça fait un peu la jonction avec le podcast qu'on a tourné juste avant. Mais je me dis souvent, très, très souvent même et d'ailleurs quelle que soit la charge, mon facteur limitant, il y a énormément de chances que ce soit ma technique, en fait. Que ce soit ma trajectoire, mon bracing ou quoi, il y a énormément de chances que ce soit ma technique et du coup, quand j'ai une série difficile, je me dis pas: «OK, je vais me hyper plus ou quoi». Je me dis juste: «OK, faut que je fasse mieux», tu vois? Je me dis je me donne pas forcément une cue ou quoi, mais c'est quelque chose que, par exemple, que j'ai pu énormément observer sur le développé couché parce que, bah, bon, pour l'anecdote, moi, j'ai un volume au développé couché qui est assez important et je monte parfois jusqu'à 30 séries de développé couché par semaine, donc ce qui est vraiment beaucoup et en fait, je sais qu'il y a des séances où fatalement je me retrouve avec, 8 séries à faire et bon, souvent quand on a 8 séries à faire et que dès la deuxième ça commence à être compliqué, bon, c'est normal de se faire un peu dessus. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je me dis: «OK, bon là, la série ça allait pas, éventuellement je peux avoir un retour vidéo», mais bon, malheureusement, j'ai souvent du mal à voir ce qui cloche pas en vidéo parce que moi je suis vraiment sur des petits détails et je le vois pas toujours à l'œil nu. Hem C'est vraiment plus au niveau proprioceptif que ça se fait, mais je me dis: «OK, il faut que je fasse mieux». Donc je pense pas à un truc en particulier, mais je me dis juste: «OK, il faut que je me concentre plus». Donc je vais m'appliquer plus sur mon placement et cetera. J'ai aucun élément vraiment précis qui me vient en tête, mais juste le fait de me dire: «OK, je me concentre plus», mais en fait, c'est arrivé que j'ai des séries qui baissent de 2 RPE, mais d'un coup, quoi. Alors que bon, potentiellement, tu te dis: «J'ai fait 2 séries dures avant, bon, j'ai, une perte, musculaire, j'ai une perte, en termes de système nerveux et cetera, j'ai moins de concentration». Il y a peu de chances pour que ça s'améliore, mais en fait, si et j'ai énormément de retours aussi avec des athlètes qui sont sur des formats comme ça et qui, me disent très régulièrement que la dernière série était plus simple que la première. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là, quoi. Ouais, je suis d'accord et en fait, ça rejoint aussi un truc, c'est un truc un peu méta et ensuite on pourra passer à une dernière partie de l'échange que je voulais avoir avec toi, mais ça rejoint aussi l'idée de c'est pour ça que moi, de moins en moins, je programme des top 7. Parce que je pense que le top 7, pour un athlète qui est pas bon techniquement, même si ça part d'une bonne intention de se dire: «OK, il a qu'une série où il va bien se concentrer», bah, justement, s'il a une technique qui est vraiment nulle, vraiment un truc qui est pas fixé, le top 7, c'est le cache-misère. C'est-à-dire qu'il va faire une série, elle va être nickel, il va t'envoyer. Typiquement, c'est le truc classique, hein. C'est tu lui mets le single à 8, il te fait un truc, mais c'est nickel. Et tu vois, il va te faire un x1 à 8 qui est à 96% de son max. Tu dis putain, bien, belle progression, nickel. Et derrière, il te dit qu'il a fait un 3x5 à 74%. Et tu lui dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, mais j'ai pas réussi à tenir ma technique. Et en fait, bah, ok, mais résultat, en plus, là, souvent, t'as que la vidéo du single, donc tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un autre problème, mais tu te dis, mais ok, est-ce que finalement, dans sa construction technique, dans la construction de cet athlète, est-ce que le 1x1, il a été utile? Est-ce que finalement, ça aurait pas été plus intéressant un 4x5 à aller, disons, 77%, et 78, je m'en fous un peu du pourcentage, mais peut-être un poil plus lourd, qui le challenge bien, ou peut-être une série de plus, où vraiment il va faire attention à ce qu'il faut faire, et résultat, en fait, ce sera 4 séries qui seront qualitatives. Et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent de dire, mais le volume, il s'augmente, le volume, il se traque quand c'est du volume de qualité. C'est-à-dire que si tes dernières séries de deadlift, tes dernières séries de squat, elles sont pas à la def ou elles sont complètement défixées, bah, c'est du trash volume. C'est la Ouais, définition ouais, d'un ouais. trash volume, en fait, qui sert à rien. Et c'est vraiment une question que je me posais beaucoup, en ce moment parce que tu sais, je travaille sur la formation avec Soulé sur, l'incorporation des singles. En fait, je veux faire vraiment un guide de l'utilisation du single et donc forcément le single s'utilise aussi beaucoup sous forme de top 7. Donc il y a la question de savoir, dans quelles conditions on peut le programmer et surtout moi je me demandais dans quelles conditions il vaudrait peut-être mieux éviter de le programmer, en fait?
Et effectivement, pour moi, ce truc, bon, il y a d'un côté je pense le hype man. Tu vois, c'est quelqu'un qui, bah, tu vois, par exemple, j'en parlais avec Corentin Clément quand on s'est vu en France là, et il me disait que lui, il avait un in-road qui était extrêmement important. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, entre deux séries, il perdait énormément d'énergie, que ça lui coûtait beaucoup. Il avait besoin de se reposer beaucoup et de réussir à se remettre un petit peu dans son truc pour réussir à avoir un volume de qualité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui déjà n'ont pas son expérience et n'ont pas sa capacité de concentration, et qui en fait, après une série, comme tu le décris, le reste de la séance, ça va être du trash volume. C'est-à-dire que le gars, il s'est appliqué, il s'est dit, OK, l'orage est passé, et tout ce qu'il va faire après, ça va être catastrophique, tu vois. Il va se dire, bon, de toute façon, maintenant, c'est des charges, bon, je maîtrise, et il tire n'importe comment. Et en fait, ça a un effet qui peut être dévastateur, parce que même si le single a un effet en termes de progression, en termes de stimulus, etc., bon, je vais pas détailler plus, qui est intéressant. Si à côté, tu as une rep qui est bien, ton échauffement est bien, mais tu as une rep qui est bien, et qu'ensuite tu fais 4 ou 5 séries qui sont médiocres, bah, potentiellement, c'est un pattern que tu vas ancrer, ton système nerveux, il va l'apprendre, et le jour où tu vas te remettre sur une barre, peut-être qu'en fait, au lieu de tirer comme ce que tu faisais sur ton single, tu vas te mettre à tirer comme ce que tu faisais sur tes x5, parce que tes repères ont changé, et du coup, tu seras beaucoup moins fort. Donc ça, c'est dommage. Et ça, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui laisse une trace dans ton système nerveux? C'est les 20 reps mal faites. C'est pas que le single à Ouais, tuer c'est bien fait. ça. C'est qu'au final, quand tu fais le cumul, c'est ton habitude en fait qui va face à une barre que tu n'as jamais faite. Typiquement, c'est la technique que tu vas adopter, c'est la technique que tu as le plus pratiquée. Donc si elle est mal faite, voilà, très clairement, c'est un problème. Et je voulais aborder avec toi peut-être cette dernière partie pour que certains, les athlètes un peu plus avancés puissent un peu aussi récupérer des choses de cet échange. En termes d'optimisation, je te propose sur les 3 mouvements, squat, bench, deadlift. On n'aura pas le temps spécialement de faire ce mouvement de street, mais ce sera un épisode à part entière sur l'optimisation technique en street. On en Et discutera. surtout, j'allais dire, les athlètes de street lifting sont peut-être un petit peu plus timides, mais n'hésitez pas à nous envoyer nos trucs, enfin vos questions, vos recommandations, que ce soit d'un point de vue technique ou quoi. C'est aussi une discipline qui nous intéresse énormément. On attend juste d'avoir un peu plus de sujets, un peu plus d'idées, quoi. Parce que les streetlifters, en général, ils sont assez discrets. Ils ont un peu peur voilà, qu'on juge la technique ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, ça s'optimise. Hein. C'est pas parce que on a accroché une barre de traction que, en fait, ça s'optimise pas. Ouais, Et c'est pas parce que ça a l'air d'être des mouvements simples qu'il faut avoir honte aussi de. Hum, Typiquement pour les jeudis techniques, on reçoit, allez, je vais dire, là, on a dû une centaine de demandes. Je crois qu'on n'a pas eu un streetlifter. Donc Si, ça commence. là, on commence. Il me semble qu'on a reçu une traction, un dips, on a quelques muscle-up, mais je veux dire, on a mis beaucoup de temps à avoir des streetlifters. Donc n'hésitez pas, si nos amis streetlifters, si vous nous écoutez, vous pouvez directement nous contacter et on pourra échanger là-dessus, bien évidemment. Je te propose au squat, en termes d'optimisation, qu'est-ce que toi tu proposes, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu explores avec tes athlètes? En termes d'optimisation, en fait, c'est dur parce que là, je pense que pour le squat, en général, c'est vraiment, bah, enfin, de toute façon, comme à chaque fois, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement individuel. Et c'est aussi pour ça que je dis que le coach, souvent, il a un rôle dans un premier temps pour trouver des basiques. Et ensuite ça se voit, enfin, c'est quelque chose qui s'individualise en fonction du ressenti de l'athlète, notamment. Moi, quelque chose que j'ai tendance à souvent remarquer, c'est une trajectoire qui est pas forcément très bonne, dans le sens où on a beaucoup la barre qui part vers l'avant, potentiellement les talons qui décollent. Donc, je pense que déjà réussir à avoir un appui au sol qui est relativement stable, qui est assez bien réparti. Je n'irai pas sur le tripode pour pas faire trop compliqué, mais au moins un bon équilibre avant-arrière, déjà, ça sera pas mal. Et, euh, et éviter d'avoir ouais, une trajectoire de barre qui part trop vers l'avant, quoi. Pour le squat, je pense que déjà, c'est à partir du moment où où ça s'est réglé avec un bon bracing, en général, ça le fait. Moi, je pense que moi, il y a 2 choses sur lesquelles j'optimise pas mal, je pense, le squat, c'est l'ouverture des pieds. Je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui ouvrent excessivement leurs pieds, c'est en rotation externe. Et ça, moi, j'aime bien dire à mes athlètes parfois d'essayer de les mettre un peu plus droit, un peu plus ouvert, enfin bref, de jongler un peu avec ça. Parce que c'est pas parce que tu ouvres tes pieds que tu vas forcément pousser tes genoux vers l'extérieur et que ça sera très bien, mais c'est pas parce que non plus tu les rentres que ça sera mieux. Enfin, faut tester. Et un autre aspect, moi, je pense, c'est le placement de la barre. Descendre toujours la barre n'est pas toujours la solution. Je pense notamment à des athlètes qui ont des fémurs assez courts, qui ont tendance à squatter assez droit. Ils peuvent bénéficier potentiellement, je dirais, d'un placement qui est un low bar haut en fait. C'est pas un high bar, c'est pas un low bar, c'est un hybride bar. Et je pense que ça peut bien servir. Question similaire évidemment, Romain, que je vais te poser sur le bench, toi qui es notre bench spécialiste. Ouais, ça dépend quand. Je dirais pour le bench, je pense que moi, c'est. En fait, je trouve que le bench est un mouvement qui, généralement, est déjà
tu mets beaucoup plus de temps à s'apprendre parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de choses à voir et j'ai l'impression que les athlètes sont souvent perdus parce que sur le bench, même si ça paye pas de mine, c'est un des mouvements qui, je pense, est le plus technique et qui met le plus de temps à venir. Aussi parce que quand on est trop léger au bench, et d'ailleurs souvent les pratiquants de force athlétique qui sont débutants, ils n'ont pas toujours une grande quantité de masse musculaire et du coup ils ont un peu du mal à avoir une bonne proprioception, etc. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin c'est le point que je martèle tout le temps, quoi. C'est vraiment la dépression scapulaire. Donc réussir à avoir des dorsaux qui sont contractés sans pour autant sans pour autant brider la position de l'épaule, à être trop rétracté, etc. Parce qu'il faut quand même que l'épaule. En fait, il faut avoir une espèce d'équilibre entre des épaules qui sont assez fixées et et un haut du dos qui est stable, et avoir quand même un minimum de liberté de mouvement pour pouvoir utiliser ces muscles pleinement, quoi. Et toi? Ouais, je suis d'accord. Moi, placement épaule, je pense que ça c'est top 1. Je pense Après, il y a quand j'allais quoi. dire, je suis désolé, j'allais dire le placement de la barre dans la main, éviter que ça roule, etc. Il y a plein de trucs, mais je pense que ça, c'est mon gros basique, quoi. Ouais, moi c'est top 1, c'est placement de l'épaule, ça c'est très clair. Et top 2, c'est aussi, moi j'allais dire placement de la main et puis largeur du grip aussi. Je pense qu'il y a des athlètes qui, une fois qu'ils se connaissent bien, encore une fois, le grip de base, hein, vous le connaissez, hein, c'est index sur, enfin le wide grip classique, c'est l'index sur l'anneau. Mais je pense qu'il y a certains athlètes, une fois qu'ils arrivent à bien, une fois qu'ils sont stables, c'est des athlètes avec lesquels je vais explorer un grip peut-être un peu deux, trois doigts plus serrés ou peut-être voilà, rester quand même sur un grip plutôt large en général. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'optimise un petit peu, je pense, et je pense que ça peut être intéressant. Dernière question pour le best lift, le king lift, le Bah, fameux, le deadlift. pour le deadlift, je pense que le truc, bon là, si vraiment on a l'archétype d'un deadlift dos droit avec un bon positionnement qui défixe pas, etc., je pense que souvent c'est le fait d'avoir une légère protraction, quoi, les épaules un petit peu en avant sans pour autant défixer. Je pense que pour énormément d'athlètes, surtout en tradi, c'est masterclass, quoi. Je... Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a une autre chose, et je reprends parce que j'avais vu ça dans un post, et en fait, c'est enfin dans une story de Vincent Diliberto, qui est un athlète et coach belge, avec qui parfois j'échange powerlifting Waterloo sur Insta si vous voulez le suivre. Il a souvent du contenu qui est très intéressant, que je reposte. Et un truc, moi, que je trouve sous-coté, vraiment de fou, au tradi, c'est la stance. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui se sont mis un peu dans la classique stance, pieds sous les épaules, en fait, en termes de largeur. Et il avait dit un truc qui m'avait fait beaucoup rigoler. Et en fait, je me suis beaucoup reconnu dedans. Moi, pour l'instant, j'ai essayé de beaucoup de serrer ma stance parce que ça me permettait d'avoir les bras plus longs, enfin de mieux optimiser mes leviers. Et je suis repassé sur. Et lui, il a fait pareil et je trouve ça très drôle. Il appelait ça la gorilla stance. C'est-à-dire, c'est la stance largeur bassin, tu vois, genre vraiment largeur bassin. Et vraiment, tu vas un peu à la. En fait, Rouchka. ouais, voilà, exactement. Un peu, tu vois, c'est un tradi qui est assez large. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, sur un truc tout con, c'est que sur mes RDL, de manière générale, quand je devais retenir des excentriques, je me mettais plus large, en fait. Et je me suis dit, mais ok, en fait, c'est pas grave parce que, résultat, mes bras sont pas forcément aussi long entre guillemets en termes de levier, mais par contre j'arrive à mieux répartir ma tension entre chaîne poste et chaîne antérieure. Et ouais, il m'avait fait rire parce qu'il avait mis voilà, le gorilla, la gorilla stance, et il y avait un autre athlète belge qui faisait ça qui s'appelle Jochen Strube, je sais pas si je prononce bien, mais et lui c'est le master gorilla stance avec tir 310 ou je sais pas quoi en 105, mais quand il se met en place c'est gorilla stance quoi. Et en fait c'est un truc, ouais, je trouve que, et j'ai la même remarque en fait en sumo, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un sumo les pieds qui touchent les plaques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un semi-sumo. En fait, on peut jongler en fait un peu sur l'écartement en fonction des préférences. Et pareil pour la rotation du pied, on peut être plus ou moins ouvert en fonction de l'équilibre, en fonction de plein de paramètres. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont individualisées et que je vous souhaite d'explorer évidemment si vous voulez progresser. Et T'avais autre j'allais chose à dire, rajouter, Romain? ouais, j'allais dire en plus au niveau de la stance, c'est vrai qu'il y a un truc que ce soit au niveau de l'écartement du grip sur le bench, de l'écartement de la stance au deadlift. Souvent, on est un peu matrixé par ce truc, c'est d'amplitude. Mais bon, généralement, si tes muscles, enfin si t'es déjà assez bon sur le mouvement, ou même si t'es pas bon en fait, le fait de rajouter 1 centimètre d'amplitude, souvent, ça fera pas une différence énorme, quoi. Donc il faut pas avoir peur si c'est pour être un petit peu plus à l'aise. Je pense que ça peut valoir le coup d'essayer. Je suis d'accord et je pense que c'est un bon mot de la fin, de dire que voilà,
D'abord une technique stable et ensuite l'optimisation, c'est de l'essai et de l'erreur, mais ça implique de l'essai par rapport à quelque chose qu'on sait déjà faire. Donc si vous reconnaissez un petit peu, n'hésitez pas non plus à nous envoyer, vos listes sur les jeudis techniques. On a déjà une longue liste, mais on en prend, toujours évidemment, parce que c'est un concept qu'on aime bien et on espère, pouvoir vous partager notre expertise. On propose aussi sur Telegram souvent un peu des je dirais un peu des idées de correction technique et je pense que ça, c'est un format qui plaît beaucoup. Évidemment, si le podcast vous a plu, pensez bien à liker, partager et à nous laisser un commentaire. Évidemment, ça nous fait toujours très plaisir et ça nous aide beaucoup pour le référencement, vous le savez bien aussi. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode.